4 Gaspésiens sont finalistes au Laurier de la gastronomie québécoise. Ariane Aubert-Bonne les a rencontrés. Aujourd'hui, je vous propose non pas une, mais plutôt 4 entrevues avec les 4 Gaspésiens qui sont finalistes pour les lauriers de la gastronomie québécoise. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Christophe Mamelenet, qui est chef au restaurant La Maison du Pêcheur à Percé. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est toute une nouvelle que vous avez appris cette semaine en étant nommé dans la catégorie, en étant nommé comme finaliste dans la catégorie Révélation de l'année pour les lauriers de la gastronomie québécoise. Tout d'abord, quelles sont vos premières impressions là, en apprenant cette nouvelle-là? J'étais très surpris parce que c'est quand même un prix à travers le Québec. C'est une belle nomination, surtout Révélation de l'année, c'est pour nous faire connaître et tout. Fait que quand j'ai eu l'appel le matin pour me dire félicitations, tu es finaliste dans la Révélation de l'année, j'ai été surpris. Je me suis dit, qui aurait pu me nominer? Je ne sais toujours pas c'est qui, puis pourquoi, mais c'est très intéressant. Donc, comment ça fonctionne le processus de sélection pour devenir finaliste pour les lauriers de la gastronomie? Je crois qu'il faut être dans la brigade, puis lors des sélections, on peut nominer des personnes, des chefs, puis de la relève, des restaurants, des artisans. Et quelqu'un de la Gaspésie doit m'avoir nominé. Puis là, j'ai passé le processus. Après ça, j'étais comme finaliste. Donc, c'est une très bonne nouvelle autant pour vous que pour votre restaurant. Donc, vous êtes chef à la Maison du Pêcheur depuis quelques années déjà. C'est l'entreprise familiale, donc vous êtes dans le bain depuis quand même longtemps. Mais parlez-moi un peu de votre parcours. Comment est-ce que vous vous êtes rendu là où vous êtes aujourd'hui? J'ai commencé la cuisine là, lors de mes 14 ans. J'étais pizzaman de jour, après ça, j'ai fait pizzaman de soir. Ensuite, j'ai été au Café de l'Atlantique. C'est moi qui faisais les cuissons le soir et tout. J'étais comme responsable de la cuisine. Ensuite, j'ai été faire mon DEC en gestion d'établissement de restauration au Collège Mérici à Québec pour ensuite revenir et repartir l'année passée, suivre un ASP en cuisine du marché à l'École hôtelière de la capitale. Donc, on peut dire que vraiment, la gastronomie, la cuisine, c'est quelque chose qui vous anime, là. Oui. Travailler avec les produits du terroir, des produits frais, trouver des nouvelles recettes, des nouveaux produits, tout le temps être à la fine pointe des nouveautés, des nouvelles tendances, mais c'est quelque chose qui m'inspire et qui me donne le goût de continuer à tous les jours. Absolument, parce que pour ceux qui connaissent un peu moins votre restaurant, en fait, à la Maison du Pêcheur, on ne trouve pas seulement les recettes traditionnelles qu'il y a partout. Il y a une grande place aussi pour la créativité et l'invention là, dans les recettes. Oui, c'est ça qu'on essaie de faire aussi, c'est d'amener des nouvelles recettes et plus trop rester dans les traditionnels. Avoir les produits traditionnels comme la flétan, la morue, le péton, le saumon, homard, mais travailler différemment avec des produits d'ici. Des herbes québécoises, des champignons, toutes sortes de choses. Des algues, surtout les algues, c'est un autre produit très intéressant, mais les recettes traditionnelles, on essaie plus de faire de plus gros et de plus intéressant pour la clientèle. Donc, on peut dire que cette démarche-là vous permet de vous distinguer en tant qu'établissement de restauration, en fait. Oui, parce qu'on met un peu le traditionnel de côté pour avoir de quoi de plus. Les gens qui viennent ici, c'est pour vivre une expérience. Moi, je veux que les clients qui viennent à la Maison du Pêcheur peuvent pas reproduire ce qu'ils ont mangé chez eux. Sinon, c'est un peu moins intéressant. C'est plus le fun d'avoir une expérience, dire waouh, je suis venu ici, j'ai pris un bon cocktail, j'ai une belle bouteille de vin, importation privée, j'ai mangé des produits que je peux pas me faire chez nous. C'est une belle reconnaissance pour nous, là. Donc, c'est pas pour rien que quelqu'un a pensé à vous placer comme finaliste, comme révélation de l'année au sein des lauriers de la gastronomie. C'est que vous avez une démarche quand même qui se démarque des autres dans votre établissement. Merci. Donc, dans le fond, là, la remise de ces lauriers-là va avoir lieu à la fin du mois de mai. Oui. Mais déjà, pour vous, ça signifie quelque chose d'avoir été nommé. Pour moi, juste avoir été nominé, puis surtout être finaliste, c'est déjà une victoire, là. C'est déjà, ça va nous faire une très belle publicité pour le restaurant. Puis, pour moi aussi, je pense que ça montre à quel point ce qu'on fait est intéressant, puis c'est de la bonne qualité. C'est déjà une victoire. Exactement. Est-ce que je peux vous demander votre âge? 27. 27 ans. Donc, déjà, à 27 ans, faire partie des grands noms de la gastronomie québécoise, c'est quand même un phénomène qui est assez rare. Oui, vraiment. Il me reste encore beaucoup à apprendre. En 2020, 2021 puis 2020, mon but, c'était de voyager un peu en Europe pour aller apprendre
des nouvelles recettes, voir des nouvelles tendances. Mais là, avec la COVID, on n'a pas pu bouger beaucoup. Non, ça, c'est vrai. Donc, finalement, ben, c'est l'occasion également de perfectionner ce que vous faites déjà chez vous. Donc, ben... C'est ça pour 2022, les voyages. En espérant qu'on puisse voyager. Exactement. Donc, Christophe Mamelonnet, merci beaucoup et ben, bonne chance avec la suite. Bon succès aussi avec votre entreprise. Merci beaucoup. Merci pour cette belle entrevue. Je me trouve maintenant en compagnie de Benoît Couillard, qui est propriétaire et artisan brasseur à la brasserie Ovale à Val-d'Espoir. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes finaliste dans la catégorie brasseur, vigneron ou producteur de boissons de l'année pour les lauriers de la gastronomie québécoise. Donc, on va regarder tout d'abord ce que vous faites à la brasserie Ovale et ensuite, on va parler de cette nomination-là. Donc, tout d'abord, à la brasserie Ovale, qu'est-ce que vous faites comme produit? On fait de la bière. Hein. On est installé ici à Val-d'Espoir en arrière de Percé depuis 2015 dans le but de faire un peu une ferme brasserie, créer une partie de nos intrants sur un lieu agricole pour faire des bières avec une densité propre, une densité qui sort un peu du lot des bières plus conventionnelles, on pourrait dire. Fait qu'on fait des bières que j'appelle rustiques, des bières super sèches, souvent avec des vieillissements là, sur bois, en barrique de chêne ou autre. Puis très digeste, équilibré. Puis on veut vraiment développer une signature autour de ces bières-là. Fait qu'on utilise aussi les intrants qu'on produit, mais on a fait un verger de petits fruits. On fait de l'apiculture, fait qu'on produit aussi du miel. Fait que tout ça là, se retrouve dans les bières là, pour essayer de créer une signature, un produit unique. Là. Donc, on peut dire que vos produits parcourent très peu de distance avant de se retrouver dans vos bières puisque vous les cultivez directement sur place. Pour une partie des intrants, on ne peut pas malheureusement prétendre là, pour le moment de produire la totalité des céréales et du houblon. On ne fait pas les houblons non plus. La bonne nouvelle, par contre, c'est de plus en plus là, au Québec, ça développe là, des houblonnières et des malteries qui proposent aux brasseurs là, des matières premières québécoises qui, il n'y a pas si longtemps, étaient carrément inexistantes là, sur le marché. Fait que là, maintenant, c'est possible de plus en plus d'utiliser des matières premières québécoises dans la fabrication des bières, ce qui est vraiment une bonne nouvelle là, pour la distinction de ce qu'on fait au Québec et l'expertise qu'on développe d'année après année avec ce mouvement-là des microbrasseries au Québec. C'est ça d'ailleurs un mouvement qui imprègne toute votre philosophie de travail. Au cours des dernières années, la brasserie Ovale a connu une très, très grande popularité. Un peu partout au Québec, les gens se passent le mot quand il y a des bières de chez vous qui sont disponibles. J'imagine que ça s'est reflété aussi dans l'achalandage de vos points de vente localement sur place au cours des dernières saisons. Oui, carrément. La manière qu'on fonctionne ici, c'est une distribution durant l'hiver, mais durant les 3 mois là, plus achalandés l'été, mais on doit là, réserver la production pour les visiteurs là, qui sont très nombreux dans le coin de Percé. Fait que de juin à septembre, là, la totalité de notre production est vendue sur un kiosque de vente là, qui est installé sur place ici là, à la brasserie à Val-d'Espoir. Fait que c'est ça, c'est une chance pour nous de pouvoir avoir un engouement pour nos produits, mais c'est ça, malheureusement, là, on ne peut pas avoir assurer une distribution à l'année là, à l'extérieur de notre localité. Mais c'est un choix d'entreprise aussi, hein? Je crois, d'avoir décidé de demeurer quand même à petite échelle. Ah oui, absolument. C'est sûr que c'est des réflexions sur l'orientation d'entreprise, ce qu'on veut faire, la pression sur l'environnement, la pression sur les humains aussi qui travaillent à travers tout ça. Nous autres, c'est des préoccupations très importantes. On veut avoir du plaisir à faire ça, créer des choses intéressantes puis le plus de qualité qu'il nous est possible de faire. Mais pour moi, la façon que j'ai réussi à le faire, c'est à garder ça quand même à échelle humaine puis avoir modérément, avec une production modérée, mais quand même, on fait 100 000 litres par année. C'est quand même pas négligeable. Là. C'est quand même pas mal de bouteilles, là, mais c'est ça. Il n'y a pas de plan de croissance en vue là, pour les prochaines années. Parfait. Donc maintenant, parlons de votre nomination au Laurier de la gastronomie québécoise comme, en fait, c'est brasseur, vigneron ou producteur de boissons de l'année.
Ça, c'est une nomination qui a été faite par vos pairs de l'industrie de la gastronomie. Comment est-ce que vous la recevez? Oui, ben c'est une tape dans le dos, comme on dit, les gens de l'industrie qui se félicitent entre eux. Je dois toujours mettre un bémol parce que j'aime pas être mis en comparaison ou en compétition avec qui que ce soit. Je trouve pas que c'est nécessaire d'avoir un gagnant, mais de mettre en lumière là, le travail là, de tous les artisans qui gravitent autour de la gastronomie et de la restauration, c'est très intéressant. Moi, je le prends d'une façon plus particulière parce qu'il n'y a pas aucun autre brasseur de bière qui a été nominé depuis le début de ce gala-là. Fait que je trouve ça important parce que je trouve que la bière a sa place à la table, dans la gastronomie aussi, dans la restauration, de plus en plus. Fait que je trouve ça vraiment important qu'on soit là et que les gens s'ouvrent à consommer de la bière aussi à la table. C'est pas votre première apparition au Laurier de la gastronomie québécoise? Non, c'est comme je disais, j'avais 2 autres nominations, je crois, mais en tant qu'artisan de l'année. Là, c'est en tant que producteur de boissons. Là, fait que c'est ça. Donc, c'est ça, la nouvelle catégorie qui est un peu plus spécialisée. Donc, en fait, bonne chance avec la suite. Même si l'aspect concours n'est pas celui qui vous sourit le plus, je pense que la reconnaissance est là déjà en étant parmi les finalistes. Oui, absolument. L'idée, c'est de faire rayonner les producteurs, les gens de cette industrie-là, puis en parler. Donc, Benoît Couillard, merci beaucoup. Merci. Alors, je me trouve présentement en compagnie de Carl Pelletier, qui est propriétaire de Couleur Chocolat à Sainte-Anne-des-Monts. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, double finaliste au Laurier de la gastronomie québécoise, catégorie artisan de l'année et tourisme gourmand. Belle reconnaissance pour votre entreprise. Donc, avant d'entrer dans le cœur du sujet, parlez-moi de Couleur Chocolat. Qu'est-ce que vous faites exactement? Ben, écoutez, moi, j'utilise différents chocolats de par le monde, des chocolats français qui viennent de différents coins de la planète. Et puis, je m'amuse avec ça pour faire mes ganaches, mes enrobages, créer des agencements avec des fruits, des noix, des produits du terroir. C'est d'ailleurs ça qui fait que Couleur Chocolat rayonne vraiment. C'est le fait d'avoir... J'ai ouvert en 2008, puis là, en 2009-2010, je me faisais demander des chocolats qui ressemblent... quelque chose qui ressemble à la Gaspésie. Je suis une chocolaterie, hein? On s'entend que le chocolat ne pousse pas ici, mais on peut au moins donner un côté, on peut donner les parfums de la Gaspésie, on peut donner un esprit gaspésien à mes bouchées de chocolat. Et puis de là est partie toute l'histoire. C'est ça, à quoi ça ressemble un chocolat au parfum gaspésien? Ben voilà, c'est ça, j'y arrive. C'est que c'est une belle rencontre avec Gérard Mattard que j'ai eue à un moment donné. Il dit, Carl, il dit, moi, je carole plein d'affaires dans la forêt à Gaspé, puis il dit, il me semble qu'il y a des affaires qui vont marcher avec du chocolat. Fait que je suis donné à se rencontrer. Et puis, je suis parti avec plein d'échantillons, plein de choses. Et puis là, ben, tu sens l'affaire. Puis là, ben, tu sens un chocolat. Il y en a qui sont plus acides, plus fruités, plus floral, plus boisés, plus torréfié. Fait que là, tu dis, ah, mais ça va aller avec ça. Ça va aller plus avec ça. Je prends un chocolat au lait pour cette essence-là, pour que ça ressorte plus. Fait que là, c'est sûr qu'il y a le savoir et un peu l'expérience qui s'en vient, qui rentre en ligne de compte. Mais ce sont des choses qui sont cueillies ici en forêt. C'est surtout des bourgeons et des herbes. Et puis, sont séchés. Des fois, je les mets en poudre. Des fois, je les laisse dans la ganache ou, ben non, c'est simplement une infusion. Et puis, ben, on mange ça dans une boîte de chocolat au sapin, au carvi, au peuplier baumier, au mérique baumier, baie de genièvre, thé des bois, sirop de merisier, puis il m'en manque un, contenu voyageuse. Alors, ça, c'est les 8 que j'ai présentement. On va en avoir d'autres qui vont venir bientôt. Alors, on ouvre ces boîtes-là. On n'est pas dans le chocolat au caramel ou à la framboise ou à l'érable. On est dans d'autres choses. C'est tout un chocolat de dégustation. Puis là, ben, ça nous fait voyager. Le chocolat au peuplier, ça goûte la forêt. Là, présentement, le petit bourgeon là, de peuplier qui sont en train de percer, qui font une petite gommette jaune là, collante. Là. Mais le chocolat goûte ça goûte la promenade en forêt au printemps. Puis ben, les bourgeons du sapin baumier, j'ai toujours trouvé que ça avait un petit côté barbe à papa. C'est très, très sucré, très confiture, très caramel. Là. Et puis voilà, c'est ce qui fait que quand on ouvre une petite boîte, j'ai deux collections, quand on ouvre une boîte, ben, on fait un petit voyage en forêt gaspésienne. Puis ça, ben, j'avoue vraiment, c'est quelque chose qui a permis à Couleur Chocolat de rayonner.
parce qu'il y a sûrement des gens qui en font des chocolats avec des essences forestières, mais bon, visiblement, j'en ai fait un produit phare pour ma chocolaterie et puis, ben, ça réussit, ça fait jaser, puis les gens aiment ça parce que les gens reviennent puis en rachètent. Donc, c'est devenu votre signature en quelque sorte. Oui, ben c'est ça. Ça devient un produit d'appel, ça devient un produit pas comme les autres. Et puis après ça, ben, c'est sûr qu'il y a tous les autres produits qu'on aime faire. Moi, j'adore faire du caramel. Alors, caramel, j'en ai sur plusieurs formes. Les pots de caramel, les caramels plus toffee, des caramels plus coulants, à la fleur de sel. On s'amuse. Vous faites pas seulement des chocolats, je crois que vous faites aussi des tartinades, il y a d'autres produits. Là. Oui, ben c'est j'ai la tartinade au caramel, j'ai la tartinade au chocolat noisette, chocolat noir et noisette, qui est sans produits laitiers. Ça convient plutôt à à un plus large éventail de gens. Et puis, ben, je fais pas beaucoup de pâtisserie. J'ai un bon brownie au chocolat noir. Et puis, je fais un petit gâteau au écureuil. Ça, c'est une recette que j'ai avec moi depuis des années, qui date de, mon Dieu, de temps de mes oncles. J'avais un oncle qui était dans Katimavik, puis il est revenu avec ça, puis ça fait longtemps que c'est dans la famille Pelletier, puis je le fais ici à la chocolaterie, même s'il n'y a pas de chocolat. C'est un gâteau aux fruits et aux noix secs, aux fruits secs et aux noix. Et puis, j'appelle ça le gâteau écureuil. Et puis, ben, les autres produits, ben, j'aime bien faire comme le caramel. Le nougat, ça s'apparente un peu. Je fais du nougat aux amandes. Mon Dieu. Plein de déclinaisons. Alors, vous avez un économusée également au sein de votre entreprise. Décrivez-moi un peu ce que c'est. Oui, bien, les économusées au Québec, ce sont des entreprises qui vont... C'est la transmission du savoir-faire artisanal. C'est ça le but des économusées. En ayant une entreprise où les gens vont pouvoir voir l'artisan travailler, l'artisan à l'œuvre, travailler, voir, c'est pour ça que ça devient des boutiques qui sont vitrées, avec tout plein de panneaux d'interprétation dans l'espace. Et puis, il y en a qui ont des visites physiques. Nous, à Couleur Chocolat, on a fait une visite virtuelle avec un casque de réalité virtuelle. Et il faut dire aussi, ben là, ça va être notre 3e été. Et puis, ça, c'était un projet que j'ai remis dans la tête de ma fille, qui est dans l'entreprise aussi avec moi. Là, on est en transfert d'entreprise présentement. Et puis, c'est une de ses idées. Il y a 4 ans, on a dit, il faut économiser. Il a dit, papa a dit, on s'enligne vers ça. Et alors, on a fait des démarches et puis on est économisé depuis 3 ans. Et on est bien content. C'est d'ailleurs ça qui a sûrement aidé aussi dans les lauriers de nous mettre en nomination pour entreprise touristique gourmande. Absolument. Donc, c'est ouais. Vraiment, quand vous dites avec un casque, là, les gens, oui. Est-ce qu'ils vous voient travailler en vrai ou si c'est totalement virtuel? Comment ça fonctionne? Ben, ils peuvent nous voir travailler en vrai parce que la boutique maintenant est vitrée, mais lorsqu'ils prennent la visite guidée virtuelle, là, ils s'assoient, on a une banquette, ils s'assoient là, puis ils mettent le casque, ça dure 8 minutes, et puis là, ils me voient tout faire les étapes, puis on leur fait visiter tout l'envers du décor de la chocolaterie, et puis c'est une vidéo, c'est ça dure 8 minutes. On a fait ça avec la semelle verte, c'est ça, il y a 3 ans. Ah, très intéressant. Ouais. Donc, si on revient maintenant au laurier de la gastronomie québécoise, être finaliste dans 2 catégories, qu'est-ce que ça représente pour Couleur Chocolat et pour vous? Ben, écoute, au départ, c'est une belle surprise, là. Écoute, c'est sûr que c'est surprenant, mais ça fait 27 ans que je suis chocolatier, mais ça fait 13 ans que j'ai ma chocolaterie en Gaspésie. Je peux dire vraiment que ça fait 13 ans là, que je peaufine mes choses et puis que je participe au rayonnement de mon entreprise et de mon savoir-faire là, en tant que chocolatier. Alors, ce que ça représente, c'est que c'est les gens du milieu. Il faut savoir que les lauriers, c'est des gens du milieu qui s'enregistrent à ce concours-là en tant que membres d'une brigade. Et c'est cette brigade-là qui vont proposer différentes candidatures des gens du milieu. Après ça, il y a un jury qui va déterminer qui va être en nomination pour le concours final là, qui va se passer au mois de mai, le 24 mai. Et c'est ça, les gens peuvent encore aller voter. Je pense que ça se termine le 12 avril, le vote 12 ou 14, quelque chose comme ça. C'est toujours les gens qui sont du milieu qui peuvent voter. Alors, c'est une belle reconnaissance parce que c'est nos pairs. C'est les gens qui font des choses
Il y a d'autres chocolatiers là-dedans, puis il y a du monde de la restauration. Alors, quand les gens de la restauration mettent quelqu'un en nomination, ben, me semble, vraiment on se fait flatter dans le sens du poil, là, comme on dit. On est bien content. Ça devient une fierté. Exactement. C'est une reconnaissance de vos pairs, en fait. Ben oui, puis ça, ben, c'est sûr que quand les clients viennent ici puis qu'ils me disent ton chocolat, il est bon, puis tout ça, je suis super content, puis ils reviennent. Fait que je le sais quelque part, mais aussi quand on est avec des gens du milieu puis qui nous le disent, puis que tu te le fais reconnaître, ben, c'est 1 plus 1 fait 3. Est-ce que vous savez qui vous a placé en nomination? Aucune idée. Aucune idée. Écoutez, je pense qu'il y a au-dessus de 5000 membres dans cette brigade-là à travers le Québec. Il faut dire que c'est provincial, c'est au Québec. Aucune idée. Aucune idée. Puis là, les gens votent présentement par Internet et puis aucune idée non plus qui vote. Bon, c'est sûr que j'ai peut-être des amis qui sont dans la restauration qui me connaissent, qui sont allés voter pour moi, mais sinon, ça s'arrête là. C'est hors du contrôle. C'est hors du contrôle. Ça fait que ce qui va se passer, ça sera vraiment l'élan des gens du milieu qui vont faire qu'il y en aura qui vont être des gagnants à travers les nominations qui ont été faites. Donc, Carl Pelletier, merci beaucoup et félicitations pour cette double nomination. Donc, ce sera à suivre. Ben, je vous remercie. Alors, je me trouve présentement en compagnie d'Antoine Nicolas, qui est propriétaire chez Un Océan de Saveurs. Antoine Nicolas, qui est en nomination au Laurier de la gastronomie québécoise dans la catégorie producteur de l'année. Alors, bonjour à vous. Bonjour, enchanté. Merci. Donc, tout d'abord, parlez-nous de votre entreprise. Qu'est-ce que Océan de Saveurs? Alors, en fait, l'entreprise a presque 10 ans d'existence. On va fêter nos 10 ans cette année, vers le début de l'automne. C'est un projet que j'avais, en fait, depuis l'âge de mes 16 ans, de partir ma propre entreprise, avec normalement un volet aquacole, et puis justement, donc, dans le milieu marin et dans le respect des ressources et dans une image de développement durable. Donc, c'était le projet de départ, sur un peu le concept de reconstituer un mini-écosystème, en fait. Donc, on est tous interdépendants dans un milieu, et là, il y en a un qui mange l'autre, et ainsi de suite. Et c'était ça le concept de départ. Dans ce contexte-là, à 16 ans, moi, j'ai orienté mon parcours académique, donc universitaire et professionnel en conséquence de mon projet. Et venir ici m'installer au Québec à Grande-Rivière, à Grande-Rivière à l'époque, moi je suis venu faire un complément de formation en aquaculture, donc pour ce projet-là, technique, dans le cadre d'une maîtrise d'agroalimentaire et d'aquaculture en France. Et de fil en aiguille, je suis resté, je suis pas reparti. Fait que j'étais venu 2 ans, 1 an pour faire la formation, puis 1 an d'expérience professionnelle que je m'étais dit derrière. Et en fait, en parallèle, j'ai commencé à récolter des algues pour le centre de recherche Mérinov, École des pêches, à l'époque, pour un projet de recherche d'aquaculture sur les algues. Et puis, j'ai continué à récolter après par la suite pour les restaurateurs. Puis en 2016 aussi pour les particuliers. Et c'est ça. Fait que c'est parti de là. Au niveau d'un océan de saveurs, nous, on travaille maintenant avec à peu près 300 points de vente à travers le Québec. On a une boutique en ligne également, avec laquelle on expédie à travers le monde. Donc, on a quand même quelques clients qui sont basés à l'international. On a une boutique qui est aux États-Unis ici, au Michigan. Puis on a des commandes de plus en plus régulières qui partent à l'international, même si pour l'instant notre site n'est qu'en français. Ça n'empêche pas quelques Américains de commander aussi, ou Ontariens, ou Colombie-Britannique. Qu'est-ce que je veux dire? C'est ça. Fait que nous, nos valeurs d'entreprise, l'objectif, en fait, c'est de faire rimer écologie avec économie. On n'est pas là pour couper la branche sur laquelle on est assis. L'objectif, c'est que si on exploite de façon durable la ressource, on va en avoir encore demain. Si je scrape la ressource, si je fais une coupe à blanc, je tue l'entreprise. Je tue le modèle d'affaires. Pour moi, c'est montrer que l'environnement est plus important quasiment que si on n'exploite pas de façon durable, on détruit le projet. Et je pense que c'est important de le montrer aussi parce que c'est ce qu'on est en train de faire à l'échelle mondiale avec la planète. Donc, cette façon-là d'exploiter votre produit qui est
en fait, qui est les algues. Oui. Comment est-ce qu'elles se démarquent? On est certifié biologique, par exemple. On est certifié fourchette bleue, donc le côté pêche durable. Et on va les récolter en plongée. En fait, on a très peu de marée en Gaspésie, donc la mer se retire pas loin. Il n'y a pas une grosse hauteur de mer qui part, de marnage. Et donc, par conséquent, c'est beaucoup plus facile, à mon niveau, d'aller en plongée, sachant que je suis plongeur depuis l'âge de mes 5 ans, que ce soit en apnée ou en bouteille. Donc, je suis pas tributaire d'attendre une grande marée basse aux 15 jours pour aller récolter. Et puis, j'ai accès à en fait une plus grosse diversité d'espèces d'algues différentes en pouvant aller en plongée. J'imagine aussi que le fait d'y aller en plongée, c'est une récolte manuelle qui a beaucoup moins d'impact que des récoltes mécanisées. La récolte mécanisée est interdite au Québec par le ministère de Pêche et Océan Canada. Les algues sont extrêmement réglementées. C'est nous, notre jardin, nous, il est sous l'eau. Notre champ, il est naturel, mais il est sous l'eau. Il faut vraiment le voir comme un champ, avec des légumes marins. On est sujet à des permis, des secteurs de récolte et des quotas. On ne peut pas faire n'importe quoi, on peut pas. Puis chaque algue qui est récoltée doit être renseignée, coordonnée GPS à l'appui, par récolteur. Donc j'ai le droit à 5 noms sur mon permis de récolte. Ça, c'est une petite aberration réglementaire, cela dit en passant. Parce que je veux dire, ça freine la capacité d'une entreprise à pouvoir grossir si on ne peut pas avoir de personnel. Et coordonnées GPS à l'appui, et puis avec la profondeur où on les a récoltés, et par espèce et par plongeur. Donc, fait qu'on est très réglementé. Il y a un suivi très, très serré de l'activité. Ce qui permet une gestion excellente. On ne peut pas récolter plus qu'une algue sur 2 et laisser la même taille d'espace qui n'a pas été touché, justement. Fait que, globalement, c'est 25% de la ressource auquel on a droit, donc une algue sur 4. Ce qui permet, en fait, qu'elle peut se réensemencer naturellement. Ça, c'est pratique aussi. Puis l'autre aspect aussi, c'est parce que on n'est pas là non plus pour détruire l'habitat de d'autres espèces, qui peuvent être soit du poisson fourrage, soit du homard. Le homard va remonter quand même plus haut. Fait ça préserve aussi l'habitat du homard. Je veux dire, il y a une très bonne cohabitation avec les pêcheurs également, là. Et c'est ça. Puis je veux dire, on récolte quand même globalement dans très peu de profondeur. Fait qu'un bateau ne peut pas venir dans les profondeurs où on travaille. Très difficilement. Puis ce que vous vendez, ça ressemble à quoi? Est-ce que ce sont des algues fraîches, des algues transformées? Au tout début, on a commencé qu'avec des algues fraîches pour le côté recherche et le côté restaurateur. De fil en aiguille, on a intégré des algues séchées par commodité de transport, par commodité de conservation. On a dû arrêter avec la COVID les algues fraîches parce que l'autobus a fermé, parce qu'il n'y avait plus assez de volume de restaurateurs pour commander régulièrement. Donc, on a dû arrêter les algues fraîches et se concentrer sur les algues séchées. Donc, fait que le type de produits peuvent se présenter. Je vais aller chercher des samples, ça va être plus facile à voir. Fait qu'on a par exemple, ça c'est le plus facile, le plus simple. Ça, c'est notre espèce majoritaire, c'est celle qu'on récolte le plus quand même ici. Kombu royal ou lasagne de mer. Donc, broyée, séchée, broyée en flocons, on peut la mettre comme des épices partout. L'objectif, c'est qu'on ne change pas nos habitudes, on ne change pas nos recettes, on l'intègre comme un assaisonnement, comme si c'était des herbes séchées. Aussi simple que ça. Après, les algues entières, on peut les réhydrater puis les utiliser aussi comme des légumes, entre guillemets. Donc, vous offrez combien de variétés d'algues? Dans la théorie, on en récolte 15. On en a 15 sur nos permis. On a dû rétrécir la gamme avec le temps parce qu'à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Surtout que sur les 15 espèces, il y en avait plusieurs qui n'avaient pas de nom français. Fait qu'à un moment donné, il y a de la limite à se donner de la misère, là. On leur a trouvé des noms français. On avait commencé à travailler ça avec les restaurateurs. Mais c'est plus dur à pousser si on doit tout faire. Là, on s'est cantonné sur les 9 espèces qui sont présentes des deux bords de l'Atlantique, dans ce qu'on a ici. Donc, c'est les 9 qu'on voit derrière, en fait, par commodité aussi. Mon père a écrit un livre sur les algues qui s'appelle Les algues des côtes bretonnes en 2016. J'ai racheté les aquarelles du livre pour notre visuel. Donc aussi, la force de prendre ces algues-là, c'est parce que comme elles sont présentes des deux bords de l'Atlantique, elles sont plus connues, tout court, à l'international aussi. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, ça ouvre des marchés, et puis on est quand même sur des espèces connues, fait qu'il y a moins de travail d'éducation à faire, sachant qu'on a déjà un gros travail d'éducation à faire.
Très bien. Donc maintenant, parlons des lauriers de la gastronomie québécoise. Vous êtes finaliste dans la catégorie producteur de l'année. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, pour votre entreprise, que d'avoir cette reconnaissance-là? C'est une très belle reconnaissance. C'est vraiment une très belle reconnaissance. C'est un honneur, en fait, d'être dans les finalistes des lauriers de la gastronomie. J'y aurais jamais pensé. Je n'aurais pas pensé qu'on aurait pu être sélectionné ou retenu à ce niveau-là. C'est une reconnaissance du travail qui a été fait depuis quand même presque 10 ans, du démarchage qui a été fait. Je veux dire, on est parti, pour pas dire de 0, voire de -10 pour réussir à me rendre où on est rendu là. Je veux dire, ça a été un travail, pour pas dire de l'acharnement. Fait que c'est une très, très belle reconnaissance, une très, très belle tape dans le dos, cette nomination-là. Donc, bien entendu, c'est une nomination qui est faite par des pairs, par d'autres membres de l'industrie. Donc, c'est une reconnaissance qui a une valeur pour vous, j'imagine. Elle a encore plus de valeur, effectivement. Ça veut dire que les restaurateurs, par exemple, ont parlé de nous. Ça veut dire que le bouche à oreille finit par avancer aussi. Oui, elle a encore plus de valeur. Elle a encore plus de valeur. Elle aurait de la valeur pareille du commun des mortels de dire que le produit est intéressant ou l'entreprise est intéressante par ses valeurs. Mais je veux dire, c'est une très belle reconnaissance, une preuve de notoriété aussi. Bien. Donc, Antoine Nicolas, merci beaucoup, puis bonne chance avec la suite. Merci beaucoup.